Madame, Monsieur, bonsoir. Les aides sociales directes au menu de questions d'actu ce soir. 25 milliards de dirhams. Voici ce que devra coûter l'année prochaine le programme des aides directes dans le cadre de la généralisation de la protection sociale au Maroc. De fait, la généralisation de la loi acquise, y compris celle des ex-ramédistes, dès décembre, l'aide sociale directe sera distribuée, et ce, comme annoncé par Sa Majesté le Roi Mohamed VI le vendredi 13 octobre à l'occasion de l'ouverture de la session automnale du Parlement. Grâce à ce système, nous allons instaurer un bouclier social. Dixit, le chef du gouvernement, devant les élus des deux chambres du Parlement, donc réunis lundi dernier. 25 milliards de dirhams en 2024, à titre comparatif. Les dépenses de compensation ont atteint un record en 2022 de 38 milliards de dirhams, et ce, tel qu'annoncé par le porte-parole du gouvernement. La facture est toutefois moins salée pour 2023 et loin des considérations comptables. En attendant l'inévitable refonte de la caisse de compensation, comment seront financés ces 25 milliards de dirhams, auxquels s'ajouteront les 10 milliards nécessaires pour l'AMO et les 10 milliards supplémentaires destinés aux aides au logement. Il y a aujourd'hui des questions d'ordre pratique, logistique et mathématique. À noter que ce programme cible 60% des familles qui ne sont pas couvertes aujourd'hui par les régimes de couverture sociale. Quid des critères d'éligibilité? Ce qu'il faut retenir de ce programme révolutionnaire, de ses impacts directs et indirects, et quels sont les prérequis de sa mise en œuvre optimale, c'est ce que nous discutons ce soir avec nos invités. Et un plaisir de les accueillir sur le plateau de questions d'actu. Professeur Mohamed Raj, tout d'abord, bonsoir. Bonsoir, merci de l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes économiste, ancien président de l'université de Stat. Nous avons également avec nous le directeur du groupe de recherche en géopolitique, en géoéconomie de l'ESCA, professeur Nabil Adel. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Mais bienvenue à vous aussi, marhaba. Et un plaisir renouvelé de l'accueillir sur le plateau de questions d'actu, professeur Khalid Ben Ali. Bonsoir, professeur Ben Ali. Merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Je rappelle que vous êtes économiste et expert international. Alors, tout d'abord, il y a cette matérialisation, messieurs, d'une vision royale qui a commencé avec ce chantier titanesque de la généralisation de la protection sociale, une première dans la région et sur le continent. Professeur Raj. Oui, c'est une nouveauté, c'est une première. Le Maroc a décidé de prendre en charge la question sociale à travers un chantier faramineux qui a été proposé par Sa Majesté il y a 3 ans, lorsqu'il avait proposé tout simplement une couverture sous forme de protection sociale à tous les Marocains. On avait commencé par l'AMO, maintenant il est à la phase de généralisation. Maintenant on passe à la deuxième étape, c'est comment venir en aide directe sous forme de transfert monétaire à des familles. Et là, comme l'avait annoncé le chef de gouvernement il y a 2 jours, vous avez toute une cible à travers, bien sûr, les enfants appartenant à des familles, comme on le voit en détail à travers les allocations familiales, ainsi de suite. Vous avez également une aide directe sous forme également d'aide aux veuves qui ont des enfants mais qui n'ont pas de ressources. Et enfin, c'est une nouveauté, c'est le fait de voir également prendre en charge sous forme d'allocation à verser aux femmes qui vont accoucher, donc la première fois, où, à part la sécurité sociale, la CNSS et les mutuelles et la CNOPS, maintenant vous avez une population, c'est le budget de l'État qui va tout simplement leur allouer une aide sous forme d'allocation de 2000 dirhams ou la 2000 dirhams. Donc peu importe, on est en présence d'un véritable bouclier. Moi, j'oserais parler d'un véritable filet de sécurité. Je ne pense pas qu'à partir de cette année, il y aurait un Marocain ou une famille marocaine qui ne serait pas sans ressources. Donc, vous avez les gens qui ont une couverture, tant mieux, mais les gens qui n'ont plus de couverture, maintenant c'est l'État qui les prend en charge à travers cette nouveauté, à travers la politique sociale. Alors, quelle est la différence justement entre un bouclier social et un filet social, Nabil Adel? Alors, tout d'abord, juste dans la continuité de ce qui vient d'être dit par professeur Raj, il faut voir que c'est une continuité qui a commencé dès l'arrivée de Sa Majesté au pouvoir en 1999 par la fondation Mohamed V de solidarité, l'INDH, RAMED, AMO et maintenant programme d'aide directe. Donc il y a une continuité. L'État social, ce n'est pas maintenant c'est le parachèvement de cet État social. Naturellement, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais là, aujourd'hui, on voit un projet de société qui se dessine
à travers une série d'actions qui aujourd'hui culminent avec l'intégration d'un maximum de Marocains dans la couverture et dans les aides. Nous avons deux éléments pour aider une population dans le besoin. Alors, vous avez le premier élément, c'est tout ce qui est gratuité de beaucoup de choses. C'est quand les études sont gratuites, quand la santé est gratuite, quand beaucoup de prestations et de services publics sont gratuits. Ça, c'est du pouvoir d'achat que vous distribuez directement aux citoyens. Maintenant, vous avez malgré ça des citoyens qui restent en dehors du système. Okay. Et c'est là où les aides directes viennent. C'est même à supposer que l'État prenne en charge beaucoup de dépenses, mais il y a une population qui n'a pas de revenus, même pour subvenir à des besoins élémentaires. Et donc c'est là où cette notion d'aide directe trouve sa justification. Si vous avez une population qui, par sa situation intrinsèque, est en dehors du champ de production. Vous avez les veuves, vous avez les personnes âgées, vous avez les enfants avant certains âges, dont les parents ne travaillent pas. Et donc, vous avez cette population qui, du fait de son statut, est dans une situation de fragilité. Et ce qu'on remarque aussi, je me permets de vous interrompre, c'est Adel, c'est qu'il y a un focus sur les enfants. C'est-à-dire, effectivement, ces aides seront données pour aussi aider ces ménages à élever ces enfants, à éduquer ces enfants, parce que, eh bien, pour faciliter un peu la tâche et peut-être même encourager les parents à scolariser leurs enfants. En fait, ça part d'une vision prospective. C'est qu'il faut investir sur ceux qui vont porter l'avenir de la nation. Okay. Et aujourd'hui, vous avez des gens, des talents, qui sortent du système juste parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller le plus loin possible. Ou qui doivent subvenir aux besoins de leurs très jeunes. parents. Très jeunes, parfois très jeunes. Absolument. Alors que vous avez des gens qui ont des capacités intellectuelles ou physiques ou artistiques ou autres, qui peuvent contribuer à cet effort. Donc un enfant a sa place à l'école. Et donc pour qu'il ait sa place à l'école, il faut que l'État, dans la mesure du possible, puisse combler le gap en matière de revenus qui justifie que sa famille ou qui explique que sa famille le mette en dehors du système scolaire pour des raisons matérielles. Maintenant, à partir du moment où l'État prend en charge à travers ce fil de solidarité, cette population, ben, il faut qu'il soit à l'école. Et donc, ça doit contribuer à réduire les fameux NEET, qui ne sont ni en emploi, ni en stage, ni à l'école. Et donc, tout ça contribue à améliorer la base de ceux qui produisent et qui créent de la richesse. Et plus vous augmentez la base de ceux qui produisent et qui créent de la richesse, plus vous réduisez à terme la population qui doit avoir besoin d'être soutenue. Bon, on arrivera à ça tout à l'heure sur les modes de financement, mais bon, c'est une bonne démarche. Ce qu'il faut souligner, c'est que c'est une continuité. C'est pas venu maintenant, donc ça. Est-ce que c'est une continuité, c'est aussi une rupture par rapport peut-être? L'ampleur, vous avez raison. L'ampleur, c'est une rupture. Mais la philosophie, c'est une philosophie qui a commencé dès l'arrivée de Sa Majesté au pouvoir. Et on se rappelle même les dernières années de Hassan II, on se rappelle de Sa Majesté à l'époque Prince héritier, qui prenait en charge tout l'effort de solidarité. Donc c'était cette fibre sociale qu'on trouvait dès le milieu des années 90. Mais une fois roi du Maroc, il y avait des chantiers structurants. Maintenant, l'ampleur, c'est vraiment le chantier santé, le chantier couverture, et ce chantier où on va commencer, à l'instar de beaucoup de pays développés, à donner de l'argent à des gens qui sont dans le besoin. Alors, un des partis de l'opposition à l'issue de cette présentation du chef du gouvernement lundi devant les deux chambres du Parlement a dit que, sa représentante en tout cas, a décrié que ce n'était pas suffisant, qu'il fallait créer de la richesse. Vous avez évoqué ce point très important, Nabila Adel. En fait, c'est de la richesse, professeur Khalid Benalis, de la richesse qui est créée à long terme parce qu'elle balise le terrain, n'est-ce pas, pour les générations futures afin de pouvoir continuer leur éducation, leurs études. Si vous pouviez juste peut-être nous donner, vous en tant qu'expert international, une idée sur ce modèle qui investit, d'accord, ce sont des allocations familiales ou des aides sociales directes comme on les appelle au Maroc, mais avec des intentions d'impact indirect peut-être dans les 10-20 prochaines années.
Il faut toujours dire que c'est une politique publique volontariste, ambitieuse et, je dirais, expansionniste. Deux éléments, c'est qu'il s'agit d'une couverture diversifiée. Et nous savons très bien que quand il s'agit de couvrir par la solidarité, il faudrait trouver en face les ressources nécessaires dans le budget de l'État. Il n'y a pas autre ressource. Nous y viendrons justement. Donc maintenant, il est à rappeler, professeur Adel l'a déjà rappelé, c'est qu'à partir de 2008, notre pays s'est engagé dans une nouvelle logique d'analyse de la pauvreté, l'analyse multidimensionnelle. Avant, c'était la politique monétaire. Et puis, quand on s'est intéressé à l'approche multidimension, il s'est avéré que le nombre d'enfants non scolarisés représente un pourcentage très important dans le socle de la pauvreté, y compris, par exemple, les personnes diminuées des soins de santé et de l'accès. Donc, logiquement, maintenant, on dira que c'est des réponses concrètes à des besoins au niveau de la société. Deuxième élément, c'est que ce chantier de la protection sociale a commencé en 2014 à partir d'une étude qui a débouché aux premières assises de la protection sociale qui a montré qu'il existait au Maroc à peu près 100 programmes, mais chacun fonctionne d'une manière sans aucune cohésion, sans aucune convergence. Donc c'était des programmes et c'est pour cela que Sa Majesté a appelé à maintes fois, il faut reprofiler, il faudrait une bonne gouvernance, même dans le dernier discours. Donc maintenant, quand on parle de l'enfance, l'enfance, c'est la base de la société. Le professeur l'a très bien dit, c'est l'avenir, c'est la base de la société. Maintenant, il faut créer une génération capable d'être prémunie contre toutes les crises, contre toutes les situations difficiles, parce que la maturité de la société dépend de ça. Exact. C'est un investissement, ou je dirais moi, c'est un investissement social. Il coûtera ce qu'il coûtera. L'essentiel pour nous, c'est qu'il aboutisse. Parce que dans un certain moment, il faudrait que les populations aisées savent très bien qu'en participant à la solidarité, ils contribuent à l'épanouissement d'eux-mêmes. C'est la collectivité qui s'épanouit. Donc maintenant, l'enfant, la femme, les aides au logement, tout ce qui est protection sociale, je dirais, c'est des politiques, des programmes qui visent l'être humain. La seule chose sur laquelle je voudrais peut-être revenir, c'est qu'il faudrait des études d'impact périodiques pour savoir où on en est. Parce que le coût, 25 milliards l'année prochaine, 2026, le chef du gouvernement en sait 29, plus les 10 de l'AMO, ça fait 40. Donc il faudrait de la soutenabilité. Et peut-être que d'autres besoins vont apparaître, parce qu'aujourd'hui, on est en train de mettre en place un socle de la protection sociale. Oui. Aujourd'hui, le socle que nous mettons, il répond parfaitement à ce qui est reconnu au niveau international, notamment la Convention 102, qui précise les socles de la protection sociale. Nous créons des socles. Mettre en place une indemnité pour la naissance des enfants dans le cadre de la sécurité, c'est une nouveauté. Donc aujourd'hui, nous avons peut-être, dans le cadre des études de la réforme de la compensation, plusieurs années, on évoquait le programme, on est allé visiter l'expérience indienne, l'expérience au Brésil, les transferts sociaux. Aujourd'hui, nous en faisons, et peut-être nous en faisons un peu plus, et nous avons le recul et les capacités. Le deuxième élément, c'est que depuis le Covid, nous sommes mis dans cette politique, c'est-à-dire le Covid a anticipé et a appelé à une mise en place urgente d'un système de protection sociale. Les moyens, on n'en discute pas les moyens. Quand on parlait de transférer les ramédistes à l'AMO, on a trouvé le moyen, on n'a pas discuté. Si on avait à programmer et à étudier, ça aurait été une autre forme. Remarquons que tout ce qui est protection sociale, c'est des chantiers qui ont été lancés par Sa Majesté, l'AMO en 2005, le RAMED en 2012, le chantier de la protection sociale. Avec ce qu'il va coûter, c'est un investissement pour le futur. Donc c'est un point très important de souligner que c'est un investissement pour le futur, parce que à l'époque aussi du lancement de grands projets d'infrastructure, on pointait du doigt que nous n'avions pas besoin, certaines voix s'élevaient pour décrier qu'on n'avait pas besoin d'un TGV, qu'on n'avait pas besoin d'investir autant dans un port, alors qu'on récolte aujourd'hui, 10, 15, 20 ans plus tard, les fruits de ces investissements. Justement, l'investissement dans le social. Et on parlait aussi des enfants qui sont au cœur de ce programme. On parle de 7 millions d'enfants selon les derniers chiffres. Peut-être professeur Lage, on parle d'abord du détail de ces, vous l'avez évoqué tout à l'heure, de ces dispositifs. Alors il y a les familles qui ont des enfants jusqu'à l'âge de 21 ans, donc mineurs. Il y a les familles ayant un seul enfant qui recevra 500 dirhams par mois dès la fin de décembre. Et puis aussi les familles avec plus de 3 enfants.
Donc, si on prenait en considération les réalités aujourd'hui de la société marocaine, et par rapport aux critères d'éligibilité, comment vraiment bien cibler avec le RSU ces familles-là? Ah oui, on peut maintenant facilement cibler les populations concernées, d'autant plus que maintenant on a terminé la finalisation du fameux registre central unifié. Donc, à partir de l'expérience que nous avons vécue ensemble à la suite de coronavirus, parce que l'État est arrivé à venir en aide directement aux ménages qui étaient dans le besoin. Et à l'époque, je garde toujours en mémoire le chiffre qui a été avancé par un ministre devant le Parlement, c'était presque 5 millions de familles qui avaient reçu une aide, soit 800 dirhams, soit 1000 dirhams, soit 1200 dirhams. Donc maintenant, l'État est en train de capitaliser sur un ensemble d'informations. Le registre central maintenant est devenu opérationnel, donc par voie de conséquence, on peut venir directement en aide à ces enfants. Donc vous avez des millions d'enfants. Et à titre d'information, et là j'ouvre une petite parenthèse, le mauvais classement du Maroc en matière de développement humain a été à cause de 2 points, à cause de l'enseignement, parce qu'il y avait beaucoup de déperditions, et à cause également de la santé. Maintenant, lorsque je prends la protection sociale mise en place par l'État marocain, vous avez les points forts de ce programme, c'est l'enseignement, mais également c'est la généralisation de l'AMO, à savoir la couverture médicale à assurer à tous les enfants et à toutes les familles. Donc, par voie de conséquence, maintenant, avec cette aide directe, c'est un investissement. Personnellement, j'avais toujours défendu que l'enseignement et la santé sont des investissements, ne sont pas des dépenses sociales perdues pour autant, comme certains et le les allocations, disent. Enfin les aides sociales directes aussi, vous pensez? Oui, il faut prendre en charge ces familles. Vous avez essentiellement, vous avez dit tout à l'heure un focus, et on est focalisé sur les enfants. À travers le versement des allocations, si vous voulez, au sens général, on peut parler d'allocations familiales. Dans le discours du chef de gouvernement, il avait parlé d'allocations alimentaires. Donc c'est un petit peu le fameux programme des allocations familiales. Vous avez 300 dirhams par enfant et par mois avec un plafond de 3 enfants. Ici, on reprend, mais cette fois-ci en tranches. Donc vous avez 200 dirhams par mois et par enfant en 2024, puis vous avez 250 dirhams en 2025, puis 300 dirhams en 2026. Quand le nombre dépasse les 3, on revient au système des allocations familiales, à savoir 36 dirhams pour les 4e, 5e, 6 enfants. Donc ici, cette allocation sera versée de la date de la naissance jusqu'à 5 ans, mais si l'enfant est scolarisé, ça va continuer jusqu'à l'âge de 21 ans. Et en parallèle, on a maintenu le système de Tissir. Ça veut dire on va venir en aide à travers une allocation monétaire à verser à la famille pour chaque enfant, et en même temps, cette mesure va être accompagnée par le programme Tissir pour que les enfants continuent à être scolarisés. Deuxième élément, ça concerne également les enfants. C'est pour moi un geste humain, humanitaire comme vous voulez. C'est les enfants handicapés. Pour une fois, on a quelque chose de spécifique et de spécial aux enfants qui souffrent d'un handicap, à travers bien sûr une allocation spéciale. Vous avez entre 300 dirhams pour 2004-2025 et 400 dirhams à partir bien sûr de l'année 2026. Si je prends maintenant les veuves, et on a des veuves au Maroc qui ont des enfants mais qui n'ont aucune ressource. Là également, l'État va intervenir à travers une aide directe en leur attribuant une aide monétaire, à savoir vous avez 350 dirhams pour l'année 2024, 375 dirhams pour l'année 2025 et 400 dirhams à partir de l'année 2026. Donc là, ce sont des milliards de dirhams qui vont, je n'oserais pas dire engloutis, mais qui vont être consacrés à prendre en charge ces enfants, à la fois en matière de santé, en matière d'alimentation, mais également en matière de scolarité. Et l'avenir du Maroc sont ces jeunes, parce que de plus en plus, les entreprises qui viennent investir au Maroc demandent, c'est plus comme par le passé, on demandait des bras et un peu la force physique, mais de plus en plus, on demande un minimum de formation. Donc, au moins actuellement, vous allez vous retrouver devant un bac plus 2. Et pour arriver à bac plus 2 en tant que technicien, il faut réussir les études primaires, secondaires et décrocher son baccalauréat. Donc, je pense personnellement, on est dans la bonne voie. On peut formuler des critiques, mais pour une fois, en Maroc, on a quelque chose de positif qu'on peut tous applaudir. Peut-être c'est insuffisant, j'en conviens.
J'aimerais bien une allocation de plus de 500 dirhams ou la 1000 dirhams ou la 2000 dirhams. Mais de la les moyens sont très limités. On va parler de ces moyens, Oui, parce oui. que je pense que c'est le gros de cette émission, c'est le financement de tout cela. Et j'ai la chance, et nous avons tous la chance d'avoir 3 experts en la matière. Mais juste avant, il y a un point très important. Vous avez parlé de l'avenir, donc de ces générations futures. Il y a aussi la tradition, et cela a été rappelé à très juste titre avant ces temps très troubles par le souverain dans ce même discours à l'occasion de l'ouverture de la session d'automne du Parlement. Il a parlé des valeurs du Maroc, des valeurs du Marocain. Nabil Adel, il y a l'avenir, il y a la tradition, il y a le fait qu'au Maroc, on prend soin des personnes âgées. Et ces personnes âgées ne sont pas laissées pour compte parce que ce programme d'aide directe concerne non seulement les enfants, mais aussi les familles qui prennent en charge des personnes âgées. Et cela va aussi dans le cadre de, oui, on adopte un système un peu à l'occidental en versant des aides aux populations, mais on a, avec les spécificités que l'on connaît du Maroc, à savoir les parents, les grands-parents qui restent dans le foyer et qui ne sont pas abandonnés, si je puis utiliser le terme, dans des maisons de retraite ou dans des EHPAD. Écoutez, alors d'abord, l'origine du système, elle vient du monde musulman. Oui. De servir de l'argent à des populations en situation de besoin, ça provient de Beit el-Mal Muslimin. Et donc, c'est quelque chose qu'on a dans nos traditions et dans nos gènes. Et il faut savoir que le rite malikite que nous adoptons, il impose à l'enfant de prendre en charge ses parents, même si le parent est millionnaire et l'enfant est pauvre. Okay. Donc c'est pour vous dire à quel point ce système et ce filet social est très présent dans notre culture et dans nos valeurs. On a souvent tendance, et ça c'est un héritage de la modernité occidentale, à voir plus les enfants, puisque c'est l'avenir, et à tendance à marginaliser les parents, puisque ça c'est du passé. Exact. Or, dans nos traditions, non, vous avez, puisque c'est une tendance ou un penchant naturel à privilégier les enfants sur les parents, donc c'est pour ça que la religion a imposé aux enfants de prendre en charge leurs parents, même quand les parents ont les moyens, et les enfants n'en ont pas. Donc ce système, et je rappelle que Feu Hassan II avait dit que le jour où on ouvrirait des maisons de retraite au Maroc, je saurais que c'en est fini de la société marocaine telle qu'il l'a lui pensé, tel qu'il l'a mis sur les rails. Donc aujourd'hui, nous avons ce socle de valeurs qui a trouvé toute son expression lors de la dernière Coupe du Monde, où le monde a vu à quel point les Marocains étaient attachés à la famille. Et puis beaucoup de gens ont trouvé ça unique parce qu'ils ont perdu ça dans beaucoup de contrées. Donc ici, l'idée serait d'aller en amont et en aval. Effectivement, les enfants, c'est l'avenir, c'est la projection de la nation, c'est la société qu'on veut avoir en 2050, en 2060, parce que je rappelle que Sa Majesté, en tant que chef de l'État, il a des projets de société. Le chef de gouvernement peut avoir des programmes de 5 ans, 6 ans. Lui, il a des projets sur la prochaine génération. Et donc, c'est la raison pour laquelle... Non, on ne raisonne pas en mandat, quoi. Non, parce que lui, il transcende le mandat. C'est cela. Et donc, lui, il raisonne sur un projet de société. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir, ce que nous faisons aujourd'hui fera qu'on aura soit une société, soit une autre en 2050. Le fait aujourd'hui d'intégrer 5 ou 6 ou 7 millions d'enfants dans le système scolaire, vous allez avoir un Maroc. Si la moitié sort de ce système, vous allez avoir un autre Maroc en 2050. Et donc, c'est cette projection qui est le propre d'un chef de l'État qui, lui, trace le projet de société qu'on veut atteindre. Maintenant, charge pour le gouvernement de transformer cette vision en action, en politique, en plan de financement, mais ça, le souverain transcende ce niveau-là. Maintenant, quand on arrive sur le terrain, aujourd'hui, nous avons deux grands piliers pour que les téléspectateurs comprennent de quoi on parle aujourd'hui. On parle d'un pilier couverture santé. On parle d'un pilier aide directe. Alors, le pilier couverture santé a un mode de financement qui est différent de celui des aides directes. La santé, Vous avez fait la transition vers le financement, donc autant attaquer autant attaquer le gros du sujet ce soir. Alors, sur le volet santé, là, nous sommes sur une population employeur-employé. Et donc, c'est l'employeur
qui cotise pour son employé pour couvrir ses dépenses de santé. Et donc, et s'il y a une marge qui reste, on la consacre à la solidarité. Et quand les deux ne suffisent pas, là intervient le budget de l'État. Exact. Okay, mais donc d'abord, à la base, c'est une solidarité entre employeurs et employés. On comprend aisément que plus on crée de la richesse, plus il y a du travail, plus on peut intégrer un maximum de personnes dans ce financement. Travail formel. Travail formel. Enfin, non, parce que là, vraiment, c'est un point à vraiment souligner, il me semble, de par tous les débats qui se sont passés sur ce même plateau. Là, on parle du travail formel. C'est l'intégration des travailleurs dans le système. Naturellement, c'est pour ça que plus on a de la croissance, et on a vu que les inscriptions à la CNSS augmentent d'une manière soutenue d'année en année, là, c'est la disparition progressive de l'informel et l'intégration dans le formel. Et donc, à partir du moment où vous avez une croissance qui est forte, vous arrivez d'abord à financer, les travailleurs se financent par eux-mêmes, mais dégagent des marges pour intégrer un maximum de personnes dans ce système. Qui ne sont pas couvertes. Donc là, on soulage le budget de l'État. Et c'est la richesse créée par l'économie qui permet le financement de ce système. Maintenant, on vient au deuxième pilier, c'est-à-dire les aides directes, où là aussi le système le plus soutenable, parce que là, aujourd'hui, en tant qu'expert, on ne dit pas est-ce qu'il faut faire ou pas faire. Non, on dit si vous faites, voilà la cohérence. Si on veut intégrer un maximum de Marocains au niveau de la solidarité, il faut deux piliers ou deux leviers. Premier levier, c'est élargissement de l'assiette fiscale. Et aujourd'hui, c'est un chantier qui est tout à fait à la portée du gouvernement. Et il faut du courage. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on sait, par les moyens de la Direction générale des impôts, et d'ailleurs on l'a sorti à plusieurs reprises, on sait qui paye et qui ne paye pas. Aujourd'hui, il faut aller chercher l'impôt là où il est. Plus on va élargir la base, plus on va assurer à ce système une certaine pérennité. Parce que l'effort ne retombera pas toujours sur les mêmes, qui un jour vont s'essouffler. Donc il faut élargir l'assiette fiscale et faire en sorte que tout un chacun qui doit payer un impôt contribue à l'effort de la nation en matière de solidarité et le paye effectivement. Et vous avez le deuxième levier, et qui est en lien avec le nouveau modèle de développement. Je rappelle que le nouveau modèle de développement avait parlé de 6% de croissance. À 6% de croissance, on peut facilement absorber ce système. Aujourd'hui, nous sommes à 3%. Et donc, quand je disais tout à l'heure que le souverain trace la voie, à charge pour le gouvernement de trouver les moyens, c'est que la cohérence globale, elle est à chercher dans un nouveau modèle de développement qui devait nous sortir du couloir de 3 à 4, enfin, qu'est-ce que je raconte, de 2 à 3% pour passer au moins à 4, 5, voire même 6. 6 à l'horizon 2035. Si on arrive à ce couloir, on peut absorber facilement tout cet état social que nous avons mis en place depuis longtemps, mais qu'on élargit d'année en année. Maintenant, le cas contraire, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le gros va peser sur le budget de l'État, pas sur la croissance. Et le budget de l'État est financé par nos impôts. Le Maroc n'a pas beaucoup de richesses naturelles et le financement de l'État, tant mieux, à 82-83%, provient de la fiscalité. La fiscalité, c'est-à-dire l'effort des Marocains. Et si on n'a pas une croissance... de tous les Marocains. Pas de tous les Marocains, il faut que tout le monde finance. Mais si on n'arrive pas à impulser une croissance forte, le système risque rapidement de devenir extrêmement coûteux et ne pas tenir à long terme. Et auquel cas, soit augmenter les impôts, soit aller chercher l'endettement. Alors justement, quel est le seuil, professeur Benali, quel est le seuil pour ne pas tomber dans le financement de ce genre d'initiative à long terme, de ne pas tomber dans l'endettement? Parce que, encore une fois, on ne peut pas financer cela à travers l'endettement. Vous en convenez. Hein, je pense que tout expert de votre niveau, ses cheveux peuvent se hisser alors, s'il entend qu'on doit financer des aides sociales à travers la carte de l'endettement, de la dette. Je vais au début revêtir la carte d'un technicien. Ce genre de projet se gère à travers 3 variables. La première, c'est la valeur actuelle des prestations futures. C'est-à-dire tout ce programme aujourd'hui que je mets, je devrais en principe avoir pour 30 ou 40 années quel est le capital nécessaire pour pouvoir faire face aux risques couverts.
rapporté au dirham d'aujourd'hui. Et pour le calculer, donc je dois prendre des hypothèses techniques sur que la personne soit en vie, que l'enfant soit scolarisé, qu'il ne dépasse pas 21 ans, et je fais un calcul. Le deuxième indicateur, c'est les dépenses supportées chaque année. Donc, quand j'amortis chaque année de second capital, j'ai une visibilité sur ce que j'amortis. Le troisième élément, c'est les ressources nécessaires pour financer. Les ressources nécessaires pour financer, l'expérience interne, qu'est-ce qu'il dit? Quand on met un chantier de protection sociale, il faut disposer d'un revenu national brut disponible important. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait un revenu qui puisse supporter les taxes. Donc, quand le revenu national brut disponible est important, c'est-à-dire vous n'avez peu d'emplois dans le secteur informel, comme ça vous avez toute l'organisation du marché du travail, vous avez un revenu qui vous permet de mettre en place les taxes, parce que les taxes, c'est un élément important pour financer certains retours. Deuxièmement, quand on parle de croissance, réaliser une croissance n'est pas suffisant. Il faut la transformer dans un mécanisme de redistribution en développement. C'est le schéma. Maintenant, quand on raisonne maintenant la durabilité, d'ailleurs, Sa Majesté l'a très bien dit dans le discours d'ouverture de la session parlementaire, le taux réel de la couverture est optimum, et puis la durabilité des ressources. C'est-à-dire qu'il faudrait que le gouvernement se penche sur la durabilité. Maintenant, si on recourt uniquement aux impôts, à l'imposition, sans apporter les réformes fiscales, sans créer une équité fiscale au sein de la société, il y aura ceux qui ont payé et le système risque de ne pas aller jusqu'au bout. Si maintenant on opte pour ce qui est prévu au niveau du nouveau modèle de développement, la réforme fiscale pourrait rapporter 2 à 3% de PIB supplémentaire chaque année. Donc si on met en place tout ça, si on a le courage de faire tout ça, on pourra avancer. Deuxième élément, la création, moi je propose toujours la création d'un certain fonds de secours ou de gestion. Je donne un exemple. Par exemple, quand on parle de la couverture médicale, quand vous êtes remboursé dans un dossier de maladie, vous êtes remboursé par exemple à 500 dirhams, si on vous demande à prévoir 1 ou 2 dirhams pour constituer un fonds de solidarité, personne ne dira non. Quand on est remboursé, on prélève 1 ou 2 dirhams. 1 ou 2 dirhams pour la population, ça pourra constituer des milliards. Alors ces milliards, quand on les constitue sous forme de fonds, si j'ai une charge de 100, j'aurai peut-être, qui va me coûter en termes réels chaque année 100, si j'ai les fonds, elle pourra peut-être me coûter 85 pour les 15 pour prévenir des placements, des retours sur placement. Donc il y a toute une... Là, c'est ce qui concerne la protection médicale. Même pour... C'est applicable aussi pour le social. On peut créer des fonds, même par exemple les aides au logement, par exemple. Je donne un exemple. Quand une transaction passe, on peut supporter 30, 40 à 50 dirhams. Ce n'est pas visible. Mais quand on les ramasse sous forme de fonds, d'ailleurs plusieurs pays ont fait cette expérience, ces fonds permettent d'être placés sur le marché financier, de rapporter. Donc d'où ces modes de financement alternatifs, innovants, qui ont été évoqués d'ailleurs par la ministre de l'Économie et des Finances. Je reviens à la déclaration du chef de gouvernement. Quand il a fait la déclaration au sein du Parlement, personnellement, j'aurais aimé qu'il y aurait à côté quelle politique d'investissement pour la petite et moyenne entreprise. C'est-à-dire, en fait, il ne faut pas dissocier les deux. Non, il faut travailler, il faut produire pour pouvoir partager. Donc, il faudrait qu'il y ait tout ça à côté, un programme. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que maintenant, quand on dit la scolarisation, c'est une politique inclusive, mais on vise l'autonomisation des enfants. C'est-à-dire que ces enfants qui vont être scolarisés, on ne va pas les retrouver demain aussi bénéficiaires à certains. Il faut qu'ils transforment la société. Comme l'a dit le professeur Raj, un bac plus 2, technicien, il faut qu'il y en ait beaucoup. Donc, c'est cette logique-là maintenant. On investit, parce que quand on investit, il faut un retour sur investissement. Ben oui. Et c'est des milliards, là. S'il n'y a pas de retour sur investissement, le retour, c'est le bien-être de la société, c'est l'évolution de la société. Maintenant, si à chaque fois, on va revenir à ce cycle d'assistanat, et puis, parce que c'est les finances... Enfin, revenir, c'est créer le cycle d'assistanat, dans lequel sont tombées d'autres économies. D'autres économies, on attend à ce que l'État fasse quelque chose. Et quand l'État fait quelque chose, on n'est pas satisfait du niveau, on critique le niveau, et puis à côté, on ne produit rien.
Donc maintenant, il faudrait une stratégie de développement, de croissance, pour la charte de l'investissement, la mise en œuvre, comment elle sera, pour qu'elle puisse apporter. Parce que quand on parle de fiscalité, on prélève sur un chiffre d'affaires, on taxe un chiffre d'affaires. Mais est-ce qu'on ne risque pas de tomber, parce qu'il y a certaines, justement, à cause de cette inéquité sociale, on parle d'équité sociale, d'inéquité fiscale, ce sera toujours les mêmes qui paieront. C'est ça, parce que maintenant, quand on parle de solidarité, la solidarité durable, il faudrait une assise démographique. Tout système qui fonctionne par solidarité, il faudrait une assise démographique, les gens qui produisent pour pouvoir. S'il y a une diminution ou une baisse de la croissance, de la production, de la base de financement, on ne peut pas réaliser le chantier. Parce que les montants ne sont pas... c'est des montants colossaux. Donc, et il faudrait les programmer dans le temps. Donc, les politiques publiques, maintenant, doivent se pencher sur ça. Parce qu'aujourd'hui, quand on veut évaluer une politique publique en termes d'effectifs, il y a plusieurs méthodes, mais je dirais la méthode la plus connue, c'est-à-dire avant la mise en place, un échantillonnage, avant la mise en place du programme, et après quand on aura mis le programme. Mais l'évaluation de ce genre de politique, il y a le côté inclusion, j'inclus toute la population exclue dans la société, mais en même temps, surtout pour certaines catégories telles que la scolarisation, c'est la recherche de l'autonomisation de cette population dans le futur. Il y a eu des initiatives pour l'autonomisation d'une partie de la population. Vous avez parlé de l'évaluation de ces politiques publiques. Il y a d'autres politiques publiques qui sont venues après, mais on ne connaît pas vraiment l'audit, l'évaluation de ces programmes-là. Qu'est-ce qu'ils ont vraiment créé comme... Ils ont coûté beaucoup d'argent aux contribuables, donc du budget de l'État qui vient de facto par le biais des impôts, qui ont coûté plusieurs milliards, et qui n'ont finalement... Qu'est-ce qu'ils ont créé en termes de croissance? Parce qu'à un moment, on a préconisé la performance politique, le résultat politique par rapport à la performance réelle. Quand à un moment on disait un budget social, c'est la somme des budgets octroyés aux ministères, à certains ministères, c'est une approche. Quand on ne lit pas ceci un objectif de développement, qu'est-ce que ça rapporte pour la population? Je dis, j'ai dépensé tant. Et quand on voit ce qui a été dépensé, 80% va directement aux charges de fonctionnement. Très bien. Donc aujourd'hui, je dirais qu'il y a matière aujourd'hui de revenir sur cette logique. Il y a le mot courage qui revient aujourd'hui beaucoup. Alors vraiment, j'ai envie de deep diver dessus et vraiment vous challenger, professeur Raj, parce que ça a été évoqué par nos deux chers experts, Sibn Ali et Sia Adel. Quel genre de courage faut-il justement pour constituer ce filet social et créer de la richesse? Moi, je demande qu'est-ce qu'il y ait un courage parallèle. On a eu le courage de prendre en charge une partie de la population marocaine. Il faut avoir également le courage d'aller chercher l'argent là où il se trouve. Tout à l'heure, vous avez parlé de 2 ou 3 points du PIB. Moi, je vais plus loin. Il y a une étude qui a été faite par le FMI, il parle de 10 points du PIB comme mobilisables. La Banque du Maroc, il y a 2 ans, à la suite d'une étude, il parle de 7 points du PIB. Lorsque je prends un point du PIB, ça fait maintenant autour de 15 milliards. Ouais. Multiplié par 10, ça fait 150 milliards. Et il y a de l'argent. Il faut savoir et avoir le courage d'aller le chercher. D'autant plus qu'on peut le faire. Notre Constitution, à travers l'article 39, nous dit que les contribuables doivent, c'est une obligation, contribuer à la couverture des charges publiques, chacun selon sa capacité contributive. Il y a des Marocains qui ne payent pas l'impôt en toute légalité. Il y a des Marocains qui payent moins d'impôts en toute légalité. Vous avez parlé tout à l'heure de l'inéquité fiscale. On l'avait traité en 2019. L'administration fiscale elle-même reconnaît publiquement qu'il y a une inégalité et une inéquité fiscale. Je suis retraité, je paye 38%. Je prends un autre qui a un paquet d'actions, là, un portefeuille. Actuellement, il va payer 15%. Et d'ici 2026, il va payer 10% en toute légalité. Comment peut-on mettre sur le même pied d'égalité quelqu'un qui va investir et spéculer à la bourse et à la fin payer 15% ou bien payer 10% sur le dividende et quelqu'un qui travaille, qui investit et qui arrive à produire quelque chose et il va payer 38%. Le Maroc a besoin de ses industriels, le Maroc a besoin de ses agriculteurs, le Maroc a besoin des prestataires de services, le Maroc a besoin des transporteurs. Il faut que tous ces Marocains arrivent
à être convaincus de la nécessité de contribuer et de participer à cet effort de solidarité. Je n'oserais pas parler du montant de la fraude, on l'estime à plus de 100 milliards de dirhams. Et ça traîne depuis des années et des années. Dieu merci que le projet de loi de finances 2024, il y a quelques petites mesures courageuses, même si elles ne font pas le bonheur de quelques milieux d'affaires ou là de professionnels, à la fameuse retenue à la source en matière de TVA. On sait que beaucoup de constructeurs, d'entrepreneurs qui facturent, mais qui ne déclarent jamais la TVA qui a été collectée sur le client. Donc l'État est en train de se défendre à travers des mesures. L'année dernière, ça a été à travers la retenue à la source concernant les professions libérales. Il y avait bien sûr tout un mouvement de protestation avec des manifestations devant le Parlement. Je n'ai jamais compris. Cette année, l'État est en train de revenir sur une autre niche en matière de TVA, qui malheureusement, qui est collectée sur le client, mais qui n'est pas reversée au Trésor. Donc il faut faire de telle sorte que l'État arrive un jour à mettre de l'ordre dans ses finances. Et la première partie au niveau des finances, c'est la partie recettes. On a les moyens, moi j'estime, et je prie le bon Dieu de n'avoir pas donné le pétrole. Parce qu'en fin de compte, on n'a pas donné grand-chose. Et ça a été un malheur au niveau d'un ensemble d'États. Je prends notre pays a toujours travaillé sur la base de l'effort fiscal. Et d'ailleurs, on est classé 15e dans le monde en matière de l'effort fiscal. Mais malheureusement, cet effort est mal réparti entre les Marocains. Certains pays tout en été, ou bien malgré eux, si je prends les salariés qui sont ponctionnés à la source, qu'ils contribuent, alors que d'autres, qu'ils utilisent tous les moyens, tout simplement, pour échapper en toute légalité, ou bien tout simplement en toute illégalité de l'impôt. Il y a, puisqu'on parle de ce financement, il y a 20 milliards qui seront, selon les déclarations du chef du gouvernement, 20 milliards mobilisés sur les 3 prochaines années à partir des ressources propres de l'État, donc les impôts, en tout cas à 83 ou à 87%, 6 milliards des recettes fiscales relatives à la participation sociale solidaire. Peut-être un point d'éclaircissement sur ce point-là. Et bien évidemment, 15 milliards mobilisés à travers la rationalisation et le regroupement et la réallocation de crédits budgétaires alloués à des programmes d'aide antérieurs. Donc là, ça veut dire qu'on va fédérer, qu'on va un peu converger les aides et 9 milliards issus de la réserve du Fonds national de cohésion sociale au titre de 2024, 12 milliards mobilisés progressivement à l'horizon 2026. Mais avant, il y a un point aussi très très important, c'est cette réforme, fin du système de compensation. Est-ce que cela va compenser, pour le coup, si on graduellement, ça va se faire, j'imagine, si on enlève la caisse de compensation, ça permettra d'alléger le budget pour financer ces aides directes, ces aides au logement, l'AMO, sachant... On sort l'AMO. Parce que l'AMO, ce n'est pas le budget de l'État. L'AMO, c'est vraiment c'est le système de solidarité. Oui. On reste sur le... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, quand Sa Majesté annonce une mesure, c'est qu'elle est déjà financée. Et quand il dit « ça va commencer tel jour et tel mois » et presque l'heure, c'est que déjà les chiffres sont bouclés. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on dit? On ne dit pas que ça ne va pas être financé. Non, nous, notre rôle, c'est de dire est-ce que ça va continuer à être financé dans le temps. Oui. Voilà. Mais pour 2024, c'est bon. D'ailleurs, on vous donne, je pense que là, on vous donne les chiffres à la deuxième virgule près. Vraiment, ça, c'est vraiment... c'est détaillé. C'est pour donner, voilà, on sait où est-ce qu'on va chercher cet argent. Maintenant, encore une fois, l'idée, c'est de se dire, est-ce que ce système peut tenir à long terme? Et s'il tient à long terme, n'oublions pas que Sa Majesté, dans un autre discours, qu'est-ce qu'il a dit? Le Maroc rentre dans l'ère des grands chantiers et des grands projets. Il n'y a pas que ça. Ok, donc vous avez 2030, vous avez beaucoup de... Et l'idée, à travers ce qu'ont dit professeur Ben Ali, professeur Raj, c'est comment, à partir déjà des ressources actuelles, sans aller chercher des points de croissance, financer et tous les projets qui vont transformer le Maroc dans les 7 à 10 prochaines années, comme on a dit, sans avoir à aller chercher ailleurs. Aujourd'hui, la base de l'impôt que nous avons permet de porter et le sujet social, et le sujet infrastructurel, et le sujet même de soutien de l'économie. Maintenant, ce qu'il faut,
Et on a vu il y a 1 an ou 2, quand on a voulu imposer la facturation à des commerçants, on a eu une levée de bouclier, le gouvernement a fait marche arrière. Marche arrière. Alors, avec certaines professions libérales, pour ne pas les nommer, il a fait marche arrière. Bah, il ne faut pas qu'il continue à faire beaucoup de marche arrière, parce que sinon, il va heurter un mur. Donc, ce qu'il faut, c'est, à un certain moment, dire « Je suis le représentant de l'État ». Et du peuple. C'est ça, c'est ça. Enfin, l'exécutif, c'est d'abord l'État. Le Parlement, c'est le peuple. C'est que moi, je suis issu d'élections. Donc, j'ai la légitimité pour aller lever l'impôt. Par tous les moyens que la Constitution me donne et que la loi me donne. Maintenant, si certaines parties ou certaines catégories sociales sont habituées à ne pas payer l'impôt, il est temps qu'elles Quelles sont changent. ces catégories, Nabila Adel? Vous voulez me créer des problèmes avec beaucoup de gens, mais bon, Là, pas du tout. Donc, alors, Non. C'est-à-dire que, est-ce qu'ici, on est en train de parler de certaines catégories sociales aisées ou de, Non, en fait, de qui parle-t-on? C'est très simple. Alors, Parce que quand on parle de l'informel ne paye pas d'impôt non plus. ce qui n'est pas normal. Là, Ce qui n'est pas normal, parce qu'on connaît l'informel. On sait que cette personne opère dans ce magasin, dans ce quartier, et voilà ce qu'il fait. Voilà. Ça, tout le monde le sait. Ah, absolument. Donc, il faut aller chercher l'impôt. Donc, ce n'est pas une raison. Maintenant, je vois votre question. Parfois, vous avez même des gens qui opèrent dans le formel, Exact. Qui font l'informel. mais qui ne paient pas d'impôt. Par exemple, quand on prend la population des avocats, je pense qu'il y a à peine une petite fraction qui est inscrite chez les impôts. Je ne parle pas de payer. Juste être déclaré. Et ça a été dit par le ministre de tutelle Voilà, à l'époque. donc, et on peut démultiplier. Aujourd'hui, il faut comprendre que le Maroc est en train de changer de visage. Et beaucoup de gens le disent. Il faut que ces gens-là contribuent. Parce qu'on a beau faire des plans intéressants sur la couverture sociale, sur les projets d'infrastructure qui vont transformer le Maroc. Mais le gouvernement, à travers l'action d'aller collecter les impôts, ça c'est un point qui est très important, cette action d'aller collecter les impôts va augmenter le niveau de croissance. Parce que les impôts, ce sont des investissements que je vais injecter dans l'économie. Ce sont des projets que je vais créer. Même quand je fais du fonctionnement, je recrute des personnes. Donc, je distribue des revenus. Donc là, en allant chercher les impôts, vous créez aussi des points de croissance. Maintenant, effectivement, nous avons des gouvernements, à chaque fois qu'il y a eu une levée de bouclier, ils ont fait marche arrière. Pourquoi? Il faut Parce que bon, c'est une question de est-ce que ça va toucher? C'est une question de courage, oui. Il faut dire non. De popularité. Voilà. Entre populisme et popularité. Non, je vous assure, madame, que ce gouvernement qui va faire ça sera très populaire parmi les Marocains. Qui va dire non. Tout le monde va payer. Il sera très populaire parmi les Marocains. Mais qu'est-ce qui l'en empêche? J'aimerais bien qu'on lui pose la question parce qu'on a bien une réponse. Il faut qu'il vienne là, qu'on leur pose cette question, madame la ministre, monsieur le chef de gouvernement, monsieur, qu'est-ce qui vous empêche? Vous avez l'arsenal juridique qui est là, vous connaissez les gens qui ne payent pas d'impôts, vous l'avez déjà dit, qu'est-ce que vous attendez? Parce qu'encore une fois, quand on trace un projet à long terme, où on veut se dire, le Maroc, je ne sais pas si beaucoup de gens, on le sait maintenant, a tourné le dos aux BRICS. C'est parce qu'il y a des ambitions plus élevées. Et donc, si on veut des ambitions plus élevées, en 2030, organiser une Coupe du Monde, élargir le chantier, maintenant qu'on a 2030, je pense qu'on parle de plus en plus du pont qui va relier l'Espagne. Donc, ça, ce sont des projets titanesques qui vont non seulement changer le Maroc, mais vraiment la relation entre l'Europe et le Maroc. Et ce sont des chantiers qui ont besoin de moyens. Et ces moyens, Dieu merci, on les a. Il faut juste aller les récupérer. Ce n'est pas comme si on ne les avait pas, il fallait les créer. Non, ils sont là. Je pense que M. Joual a parlé de 80 milliards de dirhams. Pour l'informel. Pour l'informel, je pense, ou le coût de l'évasion fiscale, je ne me rappelle pas dans quel contexte il avait dit ça. Mais tout ça pour dire, aujourd'hui, le gouvernement qui va réussir à déverrouiller cette équation de j'ai de l'argent, mais je n'arrive pas à aller le chercher, croyez-moi, il va rendre un grand service à la patrie. Et là, effectivement, on peut financer de grands projets, on peut générer des points additionnels de croissance, et puis, croyez-moi, on aura beaucoup moins de mal à financer les veuves, les orphelins et les catégories fragiles du pays. Merci beaucoup, Nabila Adel. Un dernier mot peut-être, messieurs, professeur Ben Ali. Vous avez évoqué la réforme de la caisse de compensation. Oui.
Je dirais que chaque fois que ce sujet est ouvert, il y a un débat sur un certain pseudo-droit acquis, des anomalies installées dans le temps, un provisoire qui dure, et c'est considéré comme un droit acquis. Deuxième élément, c'est que quand on va essayer de décortiquer, c'est-à-dire qu'il faudrait trouver le bon apanage que tous les acteurs de l'économie, à savoir le consommateur, le producteur, l'État, les institutions financières, puissent se retrouver autour d'une formule capable de mener l'économie et que le coût de la compensation soit dépassé dans une vision de croissance et de développement. C'est l'idée que ce sera financé par le retour sur investissement, que ce soit social, que ce soit sur les investissements qui sont opérés dans plusieurs chantiers. On aura peut-être l'occasion d'en détailler, mais là c'est... Une fois que le chantier de la réforme, de voilà. ou le chantier de décompensation, pour le coup, s'il n'y a plus de caisse de compensation, va être vraiment voilà. mis en œuvre et opérationnalisé. De toute façon, c'est inévitable, comme je le disais dans mon introduction. Un dernier mot, professeur Raj. Ouais, il faut que le gouvernement ose. Il a sa légitimité politique, il a la confiance de Sa Majesté, donc qu'il passe au travail, tout simplement. Courage, courage, courage. Merci beaucoup, professeur Mohamed Raj. Merci beaucoup à vous également, professeur Ben Ali, Khalid, et bien naturellement, mes remerciements vont à Nabil Adel. Toujours un plaisir. Merci à vous pour votre fidélité à Questions d'Actu. Très bonne soirée à tous.